Et j'adorais vendre. Super. Donner un sourire à quelqu'un qui achète quelque chose. En fait, quand les deux personnes ont le sourire à la fin, je trouvais ça top. Alors LinkedIn a jamais changé de proposition de valeur depuis le début. Ok. Ça a toujours été créer des opportunités économiques pour les professionnels du monde entier. Ok. Et c'est toujours le cas. C'est un concept qui change tout, ça retourne la table de vente. Aujourd'hui, les dirigeants commerciaux considèrent trop qu'il faut passer du temps avec ses clients et moins de temps à faire de la recherche. Ce qu'on voit chez des top performers, c'est qu'en fait, ils passent plus de temps à faire de la recherche qu'avec leurs clients. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Eudes de Montessu, Head of Sales Europe du Sud chez LinkedIn. LinkedIn, c'est évidemment le plus important réseau social professionnel en ligne. C'est près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde et c'est surtout 58 millions d'entreprises à qui il est devenu beaucoup plus facile de vendre maintenant qu'on peut tous s'identifier et se prospecter sur LinkedIn, qui est en quelque sorte devenu le premier annuaire professionnel au monde. Pour nous en parler, Eudes, bienvenue Eudes, comment ça va ? Merci Julien, merci pour l'invitation, ça va très bien. Bon, on est ravis de t'avoir sur Vive la Vente. Alors au programme de cet épisode, on va parler de prospection multicanal, des évolutions drastiques que les métiers commerciaux connaissent et vont connaître dans les prochaines années. Alors pêle-mêle, on va parler de pourquoi les mails de prospection sont en voie de disparition, comment on fait vraiment des approches personnalisées qui marchent, comment l'IA va révolutionner la vente et en particulier la prospection dans les prochaines années, et enfin comment on utilise ces nouveaux outils pour mieux travailler ses clients. Pour commencer, Eudes, je te propose de nous dire en 2 mots, quel est ton track record, comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? Merci pour l'intro, Julien, parce que c'était une bonne phase pour présenter nos produits et me concernant. Comment je suis rentré dans la vente, j'avais 17 ans et je vendais des polos Vicomte Arthur sur les marchés, dans les ventes des écoles, dans les ventes de charité. Okay. Et j'ai fait ça chez eux pendant quasiment 7 ans en petit boulot et j'adorais vendre. Super. Donner un sourire à quelqu'un qui achète quelque chose. En fait, quand les deux personnes ont le sourire à la fin, je trouvais ça top. Et puis avec le temps, j'ai travaillé dans une petite boîte qui vendait des collecteurs de déchets, qui avait gagné le concours Lépine. Je les avais appelés pour travailler chez eux. Okay. Et c'était intéressant comme expérience parce que là il n'y avait pas de SD, d'équipe marketing ou autre. C'était vraiment fallait y aller en mode Rambo, quoi. C'était un peu déstructuré, open fire. Ah ouais, complètement. Okay. Et justement ils ont voulu structurer. Ils ont pris un directeur commercial qui dans toutes les réunions disait moi chez Nestlé dans les grands groupes c'est comme ça qu'on fait, blablabla. Et ça m'a un peu fait tilt et je me suis dit c'est vrai qu'en fait la crédibilité je peux l'obtenir aussi par un grand groupe. Ouais. Et donc là j'ai voulu partir travailler dans un grand groupe et j'ai débarqué chez Expedia, chez Agencia, l'agence de voyage. Okay. Et au fil de mes différentes aventures, je suis passé par Singapour pendant 5 ans. Okay. Et 5 ans c'est intéressant, hyper intéressant, un peu de crise évidemment, de Covid dans le business travel. Je fais pas un dessin. Ouais. Et puis à un moment il était le temps de rentrer. LinkedIn m'a appelé pour un job à Dublin. J'y ai pas trop cru. Pas de LinkedIn, mais Dublin d'abord. Et en fait, l'expérience se retrouve géniale et j'ai débarqué en tant que Head of Sales France et maintenant Europe du Sud chez LinkedIn. Ok. Bon, t'as été, je crois, même manager commercial, si je dis pas de bêtises, chez Expedia à Singapour. Ouais. C'est quoi justement les leçons de vente que t'as appris durant cette expérience ? Déjà, tout ce qui était multiculturel, les gens, je vendais en Asie, les gens ont tendance à penser que l'Asie c'est un pays. L'Asie c'est plus d'une 50aine de pays, 37 langues, la moitié de la planète qui vit là-bas. Et autant de cultures. Et autant de cultures, donc beaucoup plus diversifié qu'on pense, et dont la culture est importante. Donc savoir s'adapter à la culture de l'autre, s'adapter énormément et prendre la place de l'autre, ça c'était un point important. Et après le dernier learning un peu que j'ai eu, c'était à la fin avec le Covid. On était en mode crise et là il fallait réussir à vendre malgré la crise. Et j'ai une équipe qui a été l'équipe la plus performante dans le monde
dans l'endroit le plus cloisonné au monde. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait changé, on a essayé de voir le positif. Toujours se dire, il y a toujours deux faces d'une même pièce, et voir le positif en se disant quelle est l'opportunité en ce moment quand il y a une crise. Et l'opportunité, c'était que l'objection qu'on avait d'habitude, c'était que les décideurs avaient pas le temps, que il y avait pas le temps pour un projet, que les gens voyageaient, donc ils avaient pas le temps d'être disruptés par un nouvel outil. Et donc là, il y avait plus cette objection, donc on est rentré en disant, on va faire un projet. On n'avait pas le revenu qui venait tout de suite, mais on avait implémenté la solution partout. Et ça a cartonné quand le travel a repris, au moins la solution était bien implémentée. Ouais, vous avez travaillé le terrain en amont, et vous avez fait un peu de lobbying, et le jour où les vannes se sont ouvertes... C'était un win-win aussi pour les chefs de projet, pour les directeurs achats de ces boîtes-là, qui aussi devaient faire des projets. C'est une manière aussi pour eux de sauver, de justifier leur job pendant cette crise aussi. Ok, et top. Donc à travers ton expérience, tu as traversé pas mal d'entreprises, pas mal d'enjeux différents, de typologies de clients adressés aussi différents. Est-ce que tu saurais nous dire quelle a été ta plus belle vente, celle qui te vient en tête comme ça, du moins celle où tu as le plus appris, ce serait laquelle? Ouais, alors je vais citer une vente qui est pour moi était ma plus grosse vente que j'ai faite. C'était justement à Singapour. J'ai signé avec la plus grosse banque de Singapour qui s'appelle DBS. Et en fait, c'était amusant. Ça faisait 3 ans que j'étais top performer. J'avais envie d'un nouveau challenge et je reçois cet appel d'offres de cette boîte-là. Je vais voir mon boss et je lui dis j'ai envie de bosser un peu là-dessus. Il me dit écoute, ça fait 3 fois qu'on reçoit leur appel d'offres tous les 3 ans. On perd tout le temps. Tu vas te casser les dents dessus. Et je lui dis tu sais quoi, je vais prendre le pari. Cette année, je vais rien faire d'autre que cet appel d'offres. Soit à la fin de l'année je fais 0, soit je fais 200%. Mais je prends le pari de le faire. Et je me suis mis à fond et puis au lieu de penser, pendant des années je pensais qu'on vendait tout seul. Et en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux de vendre à plusieurs. Et donc j'ai créé une équipe projet en interne, le responsable d'implémentation, le responsable account management, le responsable CSM, le responsable de tous les services qui seront des services support. Et je suis venu avec eux et puis je les ai embarqués en fait dans cette histoire, à venir sur les meetings avec moi, à m'aider à vendre. J'ai eu jusqu'à la fin le CEO monde d'Egencia qui a fait une vidéo pour présenter, pour faire un welcome sur le dernier meeting. Et puis ça a pris 9 mois et on a signé. Ça c'est signé. Bah top. C'est une belle histoire. Alors si on revient à LinkedIn, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs la proposition de valeur de LinkedIn? Ouais. Alors LinkedIn a jamais changé de proposition de valeur depuis le début. Ça a toujours été créer des opportunités économiques pour les professionnels du monde entier. Et c'est toujours le cas. Comment on crée ces opportunités économiques? Via 3 leviers chez nous, qui sont la partie marketing. Donc c'est aujourd'hui la plus grande plateforme de pub B2B. C'est pas concurrencé du tout. On a aussi la partie talent, donc recrutement. On vend des outils pour les entreprises pour les aider à recruter. Et la partie sales solution dont je m'occupe, qui est la partie des outils de productivité commerciale. LinkedIn, c'est aujourd'hui, dans le monde, c'est 930 millions de membres, comme tu disais, à peu près 1 milliard bientôt. Ça fait 20 ans qu'on existe. On n'est plus en mode startup. C'est 20 000 employés. Et en France, c'est le 2e marché pour LinkedIn au monde. On a 23 millions de membres, 26 millions de membres. Mais ça représente 80% de la population active, surtout. Donc quasiment tous les professionnels français sont sur la plateforme. Ce qui donne énormément de valeur aux produits qu'on vend derrière. Donc c'est le marketing, le recrutement et le sales solution. Ouais, exactement. Tu peux préciser ce que c'est que le sales solution? Sales solution, c'est pour nous c'est 2 outils, c'est Sales Navigator et Sales Insight. C'est des outils vraiment qu'on va aider pour la prospection, pour la connaissance des clients. C'est une sorte de CRM pour le commercial. C'est LinkedIn, c'est l'autoroute avec tout le bruit et puis en fait on va filtrer pour les commerciaux vraiment les comptes qui suivent eux-mêmes et faire en sorte qu'ils aient des indicateurs qui leur permettent d'adresser les comptes beaucoup plus personnalisés. Alors, qui sont vos concurrents finalement? Nos concurrents, il y en a plein, ils sont partout. C'est toutes les entreprises qui vont vendre du marketing, aussi bien pour générer de l'inbound. Ça va être des entreprises qui vont vendre de la data, qui vont vendre des listes à intégrer dans un CRM. La différence entre nous et n'importe quel concurrent, c'est que nous, les décideurs, utilisent la plateforme. Donc les décideurs sont sur la plateforme, les vendeurs utilisent la plateforme, les décideurs sont sur la plateforme. On a aussi une partie qui est très first party data, où la data est mise à jour par les utilisateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que chacun, que ce soit le décideur, le vendeur, a un intérêt personnel à mettre sa data à jour, son profil à jour, que ce soit parce que je vends quelque chose et je veux que les gens sachent ce que je vende, ou parce que je cherche un boulot. Et pareil pour l'entreprise, elle va mettre sa page entreprise à jour. Aujourd'hui, c'est sa vitrine pour faire venir des prospects, mais aussi pour recruter. Donc, tout le monde a un intérêt à mettre ces informations à jour, et donc on appelle ça même de la people data. Donc la data est à jour. Aujourd'hui, LinkedIn c'est la source de la data quasiment pour aussi tous nos concurrents. Donc on est la source de la data. C'est important aussi d'investir sur la plateforme qui génère de la valeur.
Vous êtes donc les premiers utilisateurs de la solution que vous devez vendre. Est-ce que c'est plus facile pour créer du lien justement avec vos clients? Alors en tout cas oui, et en tout cas c'est unique. Pour avoir bossé dans pas mal de boîtes, c'est la première fois que je vends un produit que moi-même j'utilise pour vendre et qui va être utilisé par les gens à qui je vends. Donc c'est assez magique comme environnement, mais ça a aussi une responsabilité importante, c'est qu'on du coup on doit être les meilleurs utilisateurs de notre produit. C'est ça. On dit souvent que les coordonnées sont les moins bien chaussées. Alors là en interne, c'est ce qu'on développe. Donc on est reparti d'un principe. C'était un CEO américain qui dans les années 70 qui vendait de la nourriture pour chiens, et qui un jour arrive à un rendez-vous et qui prend une une boîte de nourriture pour chiens, qui l'ouvre, qui prend une fourchette et qui la mange devant tous ses clients, qui sont grosse stupeur. Et en fait, il dit non mais si je peux pas manger ce que je donne à mon chien, c'est qu'il y a un problème. Microsoft, après, en se développant, a pris les mêmes principes, c'est-à-dire que les développeurs devaient utiliser pour développer les produits qu'ils développaient eux-mêmes. Bien sûr. Et là, chez LinkedIn, c'est la même chose. Donc, il y a un gros focus sur ce qu'on appelle Live What We Sell, vraiment utiliser en permanence ce que nous on vend. Alors en français, c'est un peu plus classe. On dit boire son propre champagne. Je retiens. Ok. Bon, finalement, vous avez votre propre appartement témoin, finalement, qui est visible de tous et qui donne une super aussi image à LinkedIn. Et derrière, il y a forcément un effet de levier dans la vente. Il y a un effet de levier parce qu'on a des histoires à raconter. On a énormément d'histoires à raconter. Chaque sales a une expérience, une histoire. On est expert de notre produit. Ce qui fait un bon vendeur, c'est notamment son expertise. Et là, on travaille avec le produit tous les jours. Ok. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et dans le cœur de ta machine de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé commercialement parlant? Oui. Alors là, pour le coup, c'est très classique. Très classique dans une structure qui est stable. On a une équipe SD, donc Sales Development, BDR, MDR, ça dépend comment on les appelle dans chaque entreprise, qui elle va faire de la prospection pure, va générer du lead, va faire qualifier le premier rendez-vous, qui va le passer à un account exécutif, un AI qui lui son job c'est vraiment d'aller closer le deal. Une fois que le deal est closé, on le passe à un account manager qui va gérer la relation client pendant toute la durée du contrat. Ok, c'est quoi en termes de taille d'équipe grosso modo? Ça dépend. Si on parle sur la France, on va avoir des équipes sur la partie SMB mid-market de 4 SD, une dizaine de commerciaux chasse purs et une quinzaine d'account managers. Ok, très clair. Et comment ça se passe un cycle de vente? C'est quoi les différentes étapes et vous adressez qui? Sur le cycle lui-même, on est assez classique, on est à 45 jours, donc c'est une vente assez courte. Ce qui me change pas mal de ce que je faisais avant aussi. Et après, à qui on adresse? Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on adresse des directeurs commerciaux, des VP Sales. Et c'est assez tonique de vendre finalement à des gens qui sont comme nous. C'est très différent de vendre un directeur RH, un directeur financier qui a peut-être pas autant de sens commercial et donc de sens potentiellement d'achat. Là, on vend à des gens qui sont assez aiguisés dans la vente. Et c'est quoi leur levier justement de décision? Ce que tu as identifié là depuis que tu es chez LinkedIn, c'est quoi leurs enjeux du moment, leur levier justement pour les intéresser et les embarquer dans votre solution? Alors là, l'enjeu qui est en ce moment, qui est essentiel pour les entreprises, surtout dans une période de crise qu'on vit, c'est la productivité. C'est comment je rends mon équipe commerciale la meilleure possible. C'est-à-dire que je fais moins avec plus. Et c'est vraiment se dire, voilà, peut-être qu'en ce moment j'ai moins de besoin de recrutement, j'ai moins de moyens pour recruter, moins de moyens pour le marketing, mais j'ai toujours des investisseurs qui me demandent de faire plus 20%. Comment du coup je demande à mes commerciaux de faire plus 20%? Et ça va être leur propre enjeu. Et donc ça va être les outils. Et les outils qu'on apporte à des commerciaux, ça va les aider dans leur productivité. Mais ça va en fait aider à beaucoup d'aspects aussi de culture d'entreprise. Demain, une entreprise qui a du mal à recruter, potentiellement, elle a peut-être pas les bons outils. Donc, un commercial qui veut aller dans une nouvelle entreprise va aussi regarder quels sont les outils qui sont donnés aux commerciaux pour travailler. Si je sais que je vais aller dans une boîte où j'ai pas les bons outils, je vais hésiter peut-être 2 fois avant d'y aller. Ouais, je comprends. Et alors, tu as commencé à parler de la culture. C'est quoi justement comment tu l'identifies, votre culture sales chez LinkedIn? On a une culture sales qui, malgré ce qu'on pourrait penser, on n'est pas en mode sénateur. On a une position dominante, mais on n'est pas en mode sénateur. On a une culture sales qui est quand même très portée sur, pareil, la productivité, qui est portée sur aller plus haut. Alors c'est pas très agressif, mais c'est vraiment sur faire mieux. Donc là, on a mis en place des formations médiques récemment. On essaie vraiment d'apporter aux sales tous ces aspects-là. On a une culture qui est aussi liée à la parité tarifaire. On pourra en reparler, mais c'est un point important chez LinkedIn. Comme on n'est pas sur une phase d'hypercroissance, on a une phase de stabilité, mais quand même de croissance.
on part du principe qu'il nous faut maintenant pas juste des nouveaux logos, mais qu'il faut garder les clients le plus longtemps possible. Et on veut offrir à nos clients les mêmes tarifs. C'est-à-dire que mes sales en acquisition peuvent pas ne pas offrir un discount à un client qui a la taille de la voix. Ce qui peut être un peu frustrant. Mais du coup, ça change la culture sales. C'est-à-dire qu'on est moins dans l'agressivité commerciale. Il y a très peu de négociations tarifaires. Donc on va vraiment être sur la proposition de valeur, sur l'accompagnement. Et si je peux développer un dernier point là-dessus, sur la culture LinkedIn, on a une plateforme qui est liée à la confiance. LinkedIn, c'est la plateforme dont les utilisateurs ont le plus confiance aujourd'hui. Et notre confiance, elle doit se sentir aussi dans notre vente. On doit vraiment créer de la confiance avec nos interlocuteurs. Donc ça, c'est vraiment une culture de confiance, de créer de la relation qui va être au-dessus de la vente. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment faire justement de la parité commerciale une force de proposition? Déjà, quand dans le cycle de vente, il y a une partie de la négociation tarifaire qui est enlevée, que ta différence ne se fait pas sur le prix, il va falloir qu'elle se fasse sur la valeur, sur vraiment ce que ça apporte à une boîte. On parle à des décideurs qui sont des VP Sales. La plupart des boîtes n'ont pas de budget sales, ils ont un budget marketing, essentiellement, qui eux-mêmes vont gérer les outils parce que c'est des outils d'automation ou autres pour faire rentrer du lead entrant. Et donc les sales n'ont pas forcément de budget. Donc pour aller chercher ce budget, il va vraiment falloir montrer de la valeur. Pour que le VP Sales aille se battre avec son boss pour aller mettre 30 000 euros dans des outils pour équiper toute la force commerciale, alors que jusque-là, ils ne nous attendaient pas et que ça marchait plutôt bien, en tout cas, il faisait ses chiffres, va falloir aller montrer de la valeur. Et comme on peut pas l'avoir par le prix, on le fait différemment. Alors nous, on a de la chance aussi chez LinkedIn, c'est qu'on a une partie marketing qui marche plutôt bien. Et LinkedIn, tout le monde l'utilise. Donc avant même que nos clients deviennent clients chez LinkedIn, ils sont déjà clients en gratuit, mais ils sont clients. Ils peuvent commencer même à acheter des licences online eux-mêmes, et ça on va le traquer. Donc on va avoir des indicateurs pour voir une entreprise qui commence à acheter par elle-même des licences online, qui commence à utiliser nos produits de mieux en mieux, et quand elle atteint une taille critique, notre job c'est aussi d'aller les contacter pour les convertir, pour les passer sur un contrat corpo, pour leur proposer l'accompagnement qui va avec. Et très clair. Bon, aujourd'hui, il y a un vrai focus qui se fait sur l'apport de valeur dont tu parlais à l'instant, et notamment auprès des clients dès le départ des interactions commerciales. Comment ça se traduit selon toi? Comment on fait pour déclencher le meilleur effet waouh? Comment on fait pour dès le démarrage présenter une proposition de valeur qui soit différenciante, qui témoigne vraiment d'une efficacité commerciale et d'un ROI derrière pour les organisations? Déjà, il faut savoir un chiffre, c'est 5%. Les acheteurs passent que 5% avec les commerciaux sur une phase d'achat. Ça, c'est une enquête qu'on a fait avec HubSpot sur plus de 200 000 clients. Donc, quand on comprend qu'en fait, l'acheteur, il a très peu de temps à passer avec le commercial, c'est-à-dire que le peu de temps passé, il faut qu'il soit extrêmement valorisé. Ça veut aussi dire que l'acheteur, aujourd'hui, il fait son achat tout seul. C'est-à-dire, il va sur Google, il va sur d'autres outils, il comprend avant d'arriver dans le meeting, il est préparé, il sait à peu près de quoi on va parler. C'est à l'AI aussi d'en faire de même. Il doit arriver préparé. C'est-à-dire que tout ce qui est la partie disco, qualification, toutes ces informations-là qui peuvent être trouvées soi-même, il faut surtout pas, ou en tout cas éviter, de reposer ces questions. Parce que du coup, sur le peu de temps que je vais passer, il faut que j'apporte énormément de valeur. Et c'est là où je vais être impactant, c'est là où je vais être différenciant. C'est que finalement, mes 30 minutes avec mon décideur, tout de suite, j'ai compris ses enjeux, j'ai compris ses objectifs, j'ai compris ses différents challenges. Je vais pouvoir tout de suite lui proposer une solution qui soit adaptée à ses besoins, mais ses vrais besoins, qui va répondre à ses vrais problèmes. Et pour ça, il faut poser des questions, il faut aller un peu plus loin dans la question du pourquoi. On posait deux, trois fois le pourquoi, ça, c'est pas être creusé. Mais c'est tout de suite arriver avec une proposition de valeur. Et pas de faire du sizing ou de la qualification pendant tout le meeting. Oui, mais on est d'accord que tu commences le meeting par requalifier, faire parler pour ensuite adapter. Tu peux valider. Mais en fait, l'effet waouh que tu peux avoir avec ton client, c'est quand tu vas lui montrer tout de suite que tu as tout compris chez lui. Tu comprends comment ça marche. Et pour comprendre, là, le petit tips que j'ai là-dessus, c'est de se dire, au lieu d'essayer de comprendre mon client à qui il va vendre, je vais essayer de comprendre mon client à qui ses clients vont vendre. Parce qu'en fait, mes enjeux, c'est aujourd'hui quand je vends, si je vends un Up2 Sales Navigator, c'est pas comment Up2 va l'utiliser, c'est comment Up2 va l'utiliser pour vendre à ses clients. Et donc, quels vont être les enjeux de ses clients pour qu'ils puissent avoir un accompagnement qui va lui permettre d'aller vers les enjeux de ses clients. Donc, c'est d'aller un peu plus loin dans la phase. Se mettre à sa place, en fait. Exactement. Ok, très bien. Très clair. Alors en préparant l'interview, tu nous disais que ce qu'on appelait le modern selling il y a quelques années, on peut appeler en fait prospecter en masse, un peu à l'aveugle, avait été remplacé par le social selling ces dernières années, qui est une approche de prospection un peu plus personnalisée partant du profil social du prospect et de ses affinités. Et ce qui nous occupe encore un peu aujourd'hui, mais qu'on prévoit qui devrait être remplacé par le deep
selling dans les prochaines années. C'est quoi le deep selling et qu'est-ce que ça va changer pour les commerciaux concrètement? Le deep sell, c'est un concept qui change tout, ça retourne la table de vente. Aujourd'hui, les dirigeants commerciaux considèrent trop qu'il faut passer du temps avec ses clients et moins de temps à faire de la recherche. Ce qu'on voit chez des top performers, c'est qu'en fait, ils passent plus de temps à faire de la recherche qu'avec leurs clients, pour justement avoir cet impact dont on parlait avec les clients. Le deep sales, ça va être des outils qui vont permettre de cibler le bon client au bon moment et pour le bon besoin. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller ouvrir 10 portes, je vais peut-être en ouvrir qu'une seule, mais au moins je sais que derrière cette porte, il y a quelqu'un qui veut acheter et au bon moment. Et ça va être la grosse différence. Et donc je vais être beaucoup plus ciblé. Donc j'apporte aussi de la valeur à la personne à qui je parle. Et ça va apporter énormément de valeur sur le cycle de vente, réduire potentiellement des cycles de vente, de pouvoir augmenter du pipeline de qualité, donc de la conversion. Donc les différents indicateurs de vente vont augmenter grâce à ça. On a 200 points d'intention d'achat qui sont liés seulement aux indicateurs LinkedIn entre qui est connecté. On va savoir si un décideur il répond ou pas aux emails qui sont envoyés via Sales Navigator. On va analyser tout ça et on va savoir que cette entreprise-là est potentiellement intéressée parce que beaucoup de choses d'indicateurs montrent qu'elle est intéressée par notre entreprise. Et puis après, je vais aller dans le détail, je vais voir que dans cette entreprise, j'ai 2 ou 3 personnes qui sont vraiment très intéressées. Ils suivent ma page sur LinkedIn, ils connaissent des gens dans mon entreprise, ils interagissent potentiellement avec des publicités, des autres choses. Du coup là, je vais trouver des alliés. Qui ne sera pas forcément mon décideur, mais qui va me permettre de remonter le fil de la chaîne. Ok. Et tu penses que la prospection à froid va disparaître? On a toujours un chiffre qui est étonnant, c'est que 39% de l'activité d'un commercial aujourd'hui, c'est de la prospection à froid toujours. Donc ça va pas disparaître, ça va fonctionner. Et puis dans la prospection, il y a toujours un élément qui est important, c'est de se différencier. Donc si plus personne n'en fait, si t'en fais, t'es différent. Moi je dis toujours à mes commerciaux, vous pouvez faire de la prospection à froid, mais si le CEO de la boîte reçoit 10 messages, 10 emails, s'il doit en ouvrir qu'un seul, pourquoi il ouvrirait le tien? Ok. Donc c'est de la prospection à froid, pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit ultra personnalisée. Mais l'ultra personnalisation, elle s'enlève par le à froid, par faire des introductions. Si demain, Julien, je cherche à te contacter, mais je connais quelqu'un chez Up2 et qui peut me dire et qui peut me faire un petit WhatsApp, pas forcément sur les outils en disant ça serait sympa que tu parles avec eux de chez LinkedIn, t'as beaucoup plus de chances de venir me parler. Et ça, c'est trouver ces alliés en interne qui ça va faire la grosse différence. La prospection à froid, ça peut fonctionner, les commerciaux le font. Par contre, les décideurs en ont un peu marre. Ouais, je comprends. Et t'es en train de me dire qu'il faut qu'on refasse du public postage en fait. Presque. Okay. En vrai, aller taper à la porte taper à la porte du porte-à-porte. Pourquoi pas, ça peut marcher. La seule différence avec ton porte-à-porte, c'est que tu vas taper à 10 portes, tu sais pas qui y a derrière la porte. Bien sûr. Tu sais pas qui y a derrière la porte et s'il est intéressé ou pas. Pourquoi pas aller taper à la porte des gens, mais au moins essayer de savoir qui est derrière et si la personne pourrait être intéressée à acheter mon produit. Ok. C'est quoi les bons interlocuteurs à adresser sur LinkedIn justement? Ceux avec lesquels ça marche le plus? Parce qu'il y a forcément une part de la population, de typologie qui est peut-être un peu moins réceptive. Parce que tu vois là où je veux en venir. Qui a peut-être un peu moins de temps. En tout cas, il y a ceux qui se font énormément prospecter. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui, du coup, ont moins de temps à passer. Et c'est vraiment encore l'idée d'aller chercher peut-être quelqu'un en interne qui va me faire remonter. Okay. Typiquement, moi, je vais contacter potentiellement parfois des commerciaux directement, des accounts exécutifs, en leur demandant quels outils vous utilisez en ce moment pour faire votre travail. Nous on a ça, est-ce que ça vous intéresserait? C'est pas eux qui achètent. Mais d'un coup, ils vont se dire, ils vont être un peu fans, ils vont devenir champions, ils vont aller voir leur boss en disant j'ai rencontré cette boîte-là, ils ont des outils pas mal, donc ça remonte aussi l'information. Je vais pouvoir contacter des gens qui sont jamais contactés. Donc moi, dans ma prospection, je vais toujours me demander qui est dans la boîte jamais contacté pour aller le contacter sur ce genre de sujet. Ça peut être un responsable de communication qui est rarement contacté, alors que finalement il est en lien avec tous les décideurs de la boîte. Donc je vais essayer d'aller contacter ces personnes. Tu fais du multi-threading? 100%. Je voulais pas faire d'anglicisme, mais voilà, exactement. Ça, c'est la clé. Okay. Quelques chiffres qu'il y a sortis de l'enquête HubSpot et LinkedIn dont je te parlais, c'est que le Decision Committee, le comité de décisionnaire, il est passé de 3 personnes à 7 personnes post-Covid. Ah ouais. En moyenne. En moyenne. Ah oui. C'est-à-dire que plus personne ne prend de décision dans une boîte. Tout le monde a peur de la décision parce que c'est un investissement, c'est-à-dire que il y a un intérêt personnel à prendre une décision. Donc on partage la responsabilité, donc on va faire intervenir énormément de gens dans la décision. Et si on fait pas ce multi-threading, on va perdre potentiellement un décideur quelqu'un qui sera intéressant dans la décision. Là, implémenter Medic nous aide aussi à identifier ces différents interlocuteurs, ces différents champions de notre décision d'achat, comité d'achat. Voilà. De tes expériences, faut avoir combien d'interlocuteurs dans un deal? Alors je vais te dire, ça dépend de la taille du deal. Si on parle en SMB, mid-market, en SMB,
minimum 2, c'est obligatoire. Ouais. T'en as un qui part en congé maternité, t'en as un qui part, qui est malade, t'en as un qui part en vacances, un qui part de la boîte, il faut que t'en aies un deuxième. Là, qu'il en faut entre 2 et 3. Dans une grosse boîte, il faut vraiment en avoir 4-5, différentes BU, différentes lignes de business, pour aussi avoir des différents intérêts. Le marketing, ça va intéresser ton produit pour cette raison. Ça va pas être la même raison pourquoi ça va intéresser le directeur commercial. Bien sûr. Mais peut-être qu'en fait, entre eux, il y en a un qui serait un peu moins intéressé, mais l'autre va pousser le produit parce que ça l'intéresse vraiment de l'avoir, même si c'est un peu moins intérêt pour l'autre. Donc en fait, c'est aussi des décisionnaires, mais c'est aussi ils vont en multitrading a la vertu que les différents interlocuteurs en interne vont se vendre à eux-mêmes. Et puis c'est vertueux d'avoir plusieurs personnes qui échangent entre eux d'une solution. Là aussi, t'en as qu'un qui doit évangéliser auprès des autres. Et t'as un autre truc, je te coupe, pardon, qui est important dans le multitrading, c'est qu'aussi, quand tu réponds à un email et que t'as ton collègue en copie, ton boss en copie, en disant je vous répondrai la semaine prochaine, en fait, t'es pas seulement committé envers ton prospect ou ton client, t'es aussi committé envers ton collègue. Et donc, t'engages tes responsabilités personnelles et ta crédibilité de le faire. Bien sûr. Donc ça, c'est un avantage assez important. Bon, tu nous confiais aussi en préparation du podcast que les top performers passent pas mal de temps à faire des recherches pour bien préparer leur rendez-vous. À ton avis, il faut rechercher quel type d'informations en priorité quand on prépare un rendez-vous? Alors je vais me répéter un peu, mais déjà, sur le top performer, il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup. C'est que le top performer, c'est celui qui close le plus. C'est celui qui signe le plus de contrats. Et pour signer beaucoup de contrats, il faut aller vite pour signer des contrats. Dans un même trimestre, signer beaucoup de contrats, donc il y a une temporalité qui est importante. Pour closer rapidement, il faut être tout de suite en mode closing. Et pour être en mode closing rapidement, il faut vite sortir de la phase de disco. Donc vraiment, les informations à aller chercher, c'est celles qui vont être impactantes. Je vais chercher des informations à 2 niveaux. Informations au niveau de l'entreprise et informations au niveau perso. L'information au niveau perso, la personne a partagé un post récemment sur LinkedIn en disant qu'elle était fan de Djokovic, fan de tennis ou qu'elle est 15-4 au tennis. C'est utiliser ces indicateurs perso aussi pour créer du lien rapidement. Bien sûr. Et après, des choses pro. Et ce qui apporte beaucoup de valeur dans la phase de vente pour aller vite, c'est l'insight que je vais apporter à mon client. Je vais lui apprendre quelque chose. Ce qui apporte beaucoup de vertu, c'est d'apporter de la connaissance à ses clients. On choisit une industrie et on va dire dans votre industrie, en moyenne, 80% des ventes se font comme ça. Et en fait, on apporte de la valeur parce qu'on apprend aussi quelque chose. Bien sûr. Donc c'est vraiment lui apporter de l'expertise, de la connaissance qui va le faire réfléchir et qui va le faire avancer aussi. Peu importe qu'on bosse ensemble finalement, mais il va être convaincu que tu es expert dans le domaine et que tu as de la valeur à lui apporter. Je fais exprès de ne pas avoir utilisé le mot consultant ou consultative approche parce que je pense que c'est un peu plus que ça. Il y a une partie de ça, mais c'est aussi vraiment d'apporter de la valeur aux 2 personnes. Tout à l'heure, on a parlé rapidement d'intelligence artificielle. Quelle place tu vois prendre l'IA dans le quotidien des commerciaux? Comment ça va révolutionner leur job, leur permettre d'être plus efficaces, tout en améliorant l'expérience du client? Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Si ça facilite le job du sales mais que ça dégrade l'expérience utilisateur derrière, ça va pas le faire. Mais je pense que ça va aller plus loin que ça. Ça va même forcer les commerciaux à être meilleurs. Parce qu'on va être obligé de sortir de cette phase de commerciaux qui prennent des commandes en fait. Parfois les commerciaux, il y a une machine marketing qui fonctionne bien, il y a des inbound qui rentrent, il y a des gens intéressés qui veulent acheter, et puis là on est en mode prise de commande. Vous voulez ça, ok, je vous donne ça. Il y en a de moins en moins des commerciaux à qui on achète plus qu'ils ne vendent là en ce moment. C'est mais il y en a quand même encore qui sont en mode ou qui sont peut-être qui laissent trop la phase de vente être drivée par l'acheteur. Qui se laisse porter un peu. Qui se laisse porter. Moi je voudrais ça, enfin c'est pour ça un peu prise d'ordre. Je veux ça et puis je vais tick de box un peu sur tout et je vais vendre. L'idée de l'IA, ce que ça va apporter là-dedans, c'est que ça va empêcher les commerciaux de faire ça. L'IA va faire cette phase de vente. Donc ça va pas remplacer les commerciaux, mais ça va remplacer cette phase de vente. Donc les commerciaux, ils vont devoir arriver encore plus préparés sur des ventes plus complexes, plus difficiles. Et donc ce que tu disais tout à l'heure sur la partie de recherche en amont, c'est ce que les top performers font. Mais l'IA, en fait, elle va faciliter cette recherche. Elle va tout de suite te mettre les bonnes informations au bon moment, pour le bon interlocuteur qu'il faut contacter. Et l'IA, elle va t'aider à faire cette phase de recherche. Et donc, toi, être beaucoup plus précis dans ta phase de vente. Donc, tu vas pouvoir réduire ton temps de recherche et réaugmenter ta phase de vente. Donc, en fait, on a un effet balancier. Aujourd'hui, il faut passer plus de temps sur la phase de recherche et moins sur la phase de vente pour être mieux préparé. Mais vu que cette préparation sera mieux faite et plus rapide, on va pouvoir passer plus de temps sur la phase de vente. Donc, forcément, augmenter la productivité. Très clair. Ok. Et dans le quotidien, sur quelles étapes du cycle de vente tu penses qu'ils vont gagner en productivité, justement?
vraiment sur la partie recherche, connaissance de son client. C'est pas forcément d'ailleurs que pour la prospection ou la vente pure. Il y a aussi de la vente chez les clients existants. Tous les gens qui sont account managers doivent faire de l'upsell, renouveler leur contrat. Et pour faire ça, ils ont intérêt à connaître leurs clients. Donc c'est faire un mapping. Aujourd'hui, on va avoir des organigrammes intelligents dans une entreprise. On va pouvoir mettre tout de suite quels sont les différents influenceurs, l'organigramme de l'entreprise. Ça, c'est l'IA qui va nous le proposer. On va pouvoir tout de suite avoir des informations beaucoup plus identifiées sur qui sont les décideurs. Est-ce que les décideurs changent de position dans l'entreprise? Est-ce que j'ai un nouvel arrivant dans l'entreprise? Et l'IA, en fait, va me pousser des informations et va me recommander aussi des différentes actions. Donc, je vais pouvoir aller sur des actions simplifiées rapidement avec l'IA pour moi me concentrer sur les actions plus complexes. Ouais, donc ça va pas uniquement changer finalement le job en prospection ou en identification, en préparation de rendez-vous, mais toi tu vois vraiment des nouveaux outils qui vont aider en fait l'expérience commerciale d'un point de vue account management en fait. Exactement. Je te donne un exemple là-dessus. Aujourd'hui, tu as un commercial, il signe un compte, il le passe à un account manager. Ouais. Le transfert de notes, je pense que à peu près dans toutes les boîtes est ultra limité. Il y a 4 questions et on met oui, à confirmer. Voilà. En fait, ces outils vont aussi permettre que ce transfert de connaissances, que toute la connaissance que le commercial acquiert durant la phase de vente soit transmis aussi à la partie account management. Alors, un exemple, l'IA en fait va me permettre moi de me proposer un organigramme d'une entreprise. Le commercial qui connaît bien l'organigramme va pouvoir un peu le jouer avec pour le mettre parfaitement. Et en fait, cet organigramme va passer directement à l'account manager. Donc en fait, il sait aussi, il peut identifier tout de suite ses interlocuteurs. Ouais. Et puis l'IA va nous permettre de faire des belles notes de synthèse et de transférer les informations avec le maximum de détails possible pour pas faire répéter le client, mais rien de plus insupportable qu'à chaque fois que tu as un nouvel interlocuteur dans ton cycle de vente, tu répètes les mêmes choses. Tu as le sentiment en fait d'avoir parlé à 3 boîtes différentes alors que c'est la même boîte, quoi. Ouais, exactement. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Bon, je crois savoir que tu es top performer chez LinkedIn. C'est quoi tes meilleurs conseils en vente si on parle un peu on a beaucoup parlé de prospection, mais si on parle un peu de négociation, de closing, on a parlé tout à l'heure de proposition de valeur. Comment tu fais pour maintenir tes prix quand tu es challengé ou pour accélérer le cycle de vente quand ton prospect il est hésitant, comme c'est un peu le cas là, depuis quelques mois, on sent qu'il y a un peu une latence, que les cycles de vente sont rallongés de quelques mois. Quand ils étaient de 2 mois, ils sont maintenant de 3 ou 4 mois. Comment tu fais, 1, pour maintenir ton prix et 2, pour raccourcir le cycle de vente? Ouais, alors comme je te disais, pour moi, le top performer, c'est vraiment le closing. D'ailleurs, en entretien, parfois, je demande la question, est-ce que vous êtes plutôt disco ou closing? 99% des commerciaux en entretien me répondent la disco, c'est important, parce que du coup, je connais mon client et je vais lui vendre. C'est vrai, mais pour moi, ça, c'est un standard, c'est obligatoire. Je peux faire 50 milliards de premiers meetings, je n'en close pas un seul, aucun intérêt. Donc, c'est d'aller closer. Et pour se mettre en closing, pour garder ses prix, pour ça, il faut aussi à un moment, peu importe la crise, il faut être conscient de faut être convaincu. Il faut être convaincu et puis il faut vraiment être convaincu. Il faut connaître sa proposition de valeur et jamais la dégrader en fait. On a tendance, dans un effet de crise, de panique, de dégrader sa proposition de valeur, dégrader son prix. En fait, ça dégrade l'image de l'entreprise à long terme aussi. Si les prix sont bien faits, c'est le bon prix. Si le client challenge, on va challenger le budget, on va challenger le besoin. On va essayer de faire des comparaisons aussi pour comprendre quel est vraiment son besoin. En fait, on est encore sur le besoin. Et enfin, il faut créer de l'urgence. Le timing, il faut closer rapidement. Ok. Mais trop souvent, on crée de l'urgence en fait en créant des fausses urgences en interne. Mon offre est valable jusqu'au 30 juin, mon truc il est valable jusqu'à telle date. J'ai une proportion de remise que je peux faire. Voilà. En fait, ça, on crée pas d'urgence. On crée une fausse urgence qui aujourd'hui est assez dégradée parce que finalement, tout le monde sait que si vraiment je veux cette négo, je l'aurai un moment. Le 2 mois, on peut l'avoir aussi. Le top performer, la différence, c'est qu'il va chercher quelle est l'urgence pour le client d'acheter ton produit. Ok. Et pour trouver son urgence, c'est son urgence pour l'entreprise, c'est son urgence pour son boulot et c'est son urgence perso. Okay. Et une fois que j'ai trouvé ces 3 indicateurs d'urgence, là, je vais vraiment avoir une raison pourquoi il veut acheter. Ok. Et c'est quoi, selon toi, aussi le bon mindset pour arriver en rendez-vous, on sait qu'il y a des sales qui, comme tu l'as dit, 99% du temps, ils répondent que c'est plutôt la découverte plutôt que la négociation ou le closing. C'est quoi justement le bon mindset pour là quand tu arrives en closing, c'est un closing qui est important pour toi, mais pour te mettre dans les meilleures dispositions pour réussir à signer. Tu vois, c'est un peu ce que tu viens de faire dans ta gestuelle avec un claquement de doigts. Faut que ça aille vite en fait. Faut que ça aille vite et du coup, faut être très prescriptif. C'est la différence en fait. Les sales sont pas assez prescriptifs. Parce que en fait, ils ont peur de se mettre en position d'expert. Alors soit il y en a qui sont assez jeunes dans la fonction, soit parce qu'ils maîtrisent pas tout. Mais en fait, faut se dire que la personne qui achète en face, son métier, c'est pas d'acheter mon produit. Son métier, c'est d'aller vendre son produit, c'est d'aller recruter des gens, mais c'est pas de vendre, c'est pas d'acheter mon produit.
Par contre, moi, mon métier, c'est de vendre mon produit. Je le connais par cœur. J'en vends à des milliers d'entreprises. Je sais exactement ce qui fonctionne. Je peux me mettre en position d'expert, en position de conseil, mais du coup, je peux être très prescriptif. Et en étant prescriptif, je vais timer la vente. Je vais extrêmement la timer. Ok, je vais aller sur mes follow-up. Je vais la préparer en amont. Qu'est-ce que je fais entre mes deux meetings, entre mon premier meeting et ma démo? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes emails de follow-up? Comment aussi je crée de la valeur? Comment je bloque l'agenda de quelqu'un tout le temps en permanence? Comment je vais essayer de faire en sorte vraiment de garder le contact, d'apporter toujours de la valeur, mais d'être très prescriptif. C'est presque comme en recrutement. Ok. En recrutement, moi je recrute pas mal de personnes. Ok. La personne, je la vois 1 heure. Ok. Tu vois, peut-être deux fois 1 heure au maximum. Je la vois 2 fois, on va dire. Ok. À la fin, je dois prendre une décision d'investir sur le long terme sur quelqu'un que j'ai vu 1 heure, potentiellement sur Teams. Et ma seule raison de prendre la décision, pour être sûr, c'est d'avoir vu quelqu'un d'authentique en face de moi. Le lien de confiance que cette personne a créé en face de moi. Ouais. Évidemment, en entretien, tous les commerciaux sont les meilleurs commerciaux dans leur boîte. Ils sont tous faire. Par contre, cette authenticité. Est-ce que c'est livré? Est-ce qu'elle a montré un peu aussi? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir vu la vraie personne ou un masque ou quelqu'un qui était en surchauffe? Ouais. Et c'est pareil pour mon client. Ok. Mon client, il va me voir 2 fois. Je vais faire une disco, je vais faire une démo et après, on va échanger beaucoup par email pour les prix. Ok. Il a vu 1 heure, il a vu 30 minutes de démo d'un produit. Il sait pas ce qu'il achète. Il est pas sûr à 100% de ce qu'il achète si ça va vraiment. Par contre, il va acheter parce qu'il se dit, ok, Michel en face de moi, j'ai confiance, il avait l'air solide sur ses appuis, passionné par ce qu'il fait. Du coup, je vais investir parce que je sais que ça va être bien géré derrière. C'est la confiance qu'on va créer ensemble qui va faire qu'on va investir. C'est ça toute la différence. Et je suis content que tu parles de confiance parce que c'est là aussi où je voulais t'emmener. C'est effectivement quand tu arrives sur ce genre de négociation, de closing, la confiance du sales. S'il a le pipe bien rempli, en principe, il en a d'autres des deals. Alors que s'il arrive, c'est le deal sur lequel il compte sur le mois, généralement, il n'est pas très serein sur ses appuis et il peut faire des conneries. Tandis que s'il est bien préparé, qu'il a confiance en la solution, confiance en son offre, il va être beaucoup plus rassurant. Et en fait, le client, il va être juste hyper rassuré. Et en fait, les clients, c'est comme des enfants finalement. Ils ont besoin de cadre. Exactement. Et dès que t'en as pas, en fait, t'ouvres une brèche pour être challengé. Alors, pardon pour l'analogie, mais ouais, je comprends bien. Je rebondis sur ce que tu dis, sur le côté, t'as un pipe avec pas mal de deals. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour les sales, qu'on oublie beaucoup. C'est bien de savoir gagner rapidement, ce dont je parlais, mais c'est bien de savoir perdre rapidement. Il faut faire tourner le pipe. Ok, le client il veut pas, ça sert à rien de garder dans mon forecast, dans mon pipe pendant 1 an, parce qu'en fait finalement j'accumule le nombre de pipelines, de clients potentiels, ça me demande un effort mental. Non, perds rapidement. Parfois même d'ailleurs être avec le client dans une co-validation, de dire écoute, à cette date-là, si on s'est pas mis d'accord, on considère tous les deux que le deal il est perdu. Et puis c'est très bien, et puis on avance en fait. Donc il faut savoir perdre rapidement, et ça c'est un côté hyper important chez un commercial en ce moment, c'est d'aller vite sur d'autres deals. Il y a peut-être pas beaucoup de deals à jouer, mais au moins pas passer du temps sur un deal qui va jamais rien ramener. Intéressant. Et d'ailleurs, je rebondis. Je m'appelle pas kangourou pour autant. C'est qu'en fait sur perdre, c'est un mot qui fait peur aux commerciaux, c'est de perdre des deals. Ils veulent pas perdre des deals. Les ventes, quand j'arrive avec un commercial qui me demande de venir avec lui sur une vente, je lui dis avant, est-ce que tu es ok de perdre le deal? Ok. S'il me dit non, je viens même pas sur le deal. En fait, il faut être prêt à perdre. C'est-à-dire que je vais tout faire pour perdre. Je vais pas tout faire pour perdre le deal, je vais prendre le risque de perdre. Ça veut dire c'est de l'escalade. Je monte en escalade, par contre, je mets pas des filets tous les 2 mètres au cas où je tombe et puis je fais genre en fait non. Je mets aucun filet. Mais par contre, je vais vraiment du coup forcer à essayer de gagner parce que je sais que j'ai pas de filet en dessous. Donc je vais aller dans ma vente, prêt à perdre ma vente. Mais pour ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, faut y croire, faut être convaincu de ce produit, il faut y croire à mort dans son produit, et pour ça, il faut des gens passionnés. Oui, puis quand ils font appel à toi, c'est pas pour baisser les conditions, quoi. C'est pour aller chercher plus ou à minima rester. Ouais, puis en fait, si le commercial il a peur en disant ah non mais là en fait il me met un peu la pression, faut que je trouve un truc. Non, je dis, si tu es convaincu que ta proposition que tu viens de faire c'est la bonne, tu la défends jusqu'à la perte s'il faut. Ok, top. Bon, t'as commencé à parler un peu de recrutement et tu faisais écho à l'authenticité que tu vas chercher chez les candidats. Comment est-ce qu'on crée une équipe de A-player et comment tu t'arrives à faire baisser la garde aux candidats? Comment tu les recrutes? À quoi tu es attentif en recrutement pour justement mieux les connaître, ces candidats? Je te parlais sur la partie authenticité. Ouais. Alors, c'est des questions qui viennent au fur et à mesure. En fait, je pose jamais de questions pièges. Ouais. Mais les candidats se créent des pièges eux-mêmes dans lesquels ils tombent. C'est assez intéressant. Mais je vais demander des indicateurs, leurs propres indicateurs. Moi, je connais très bien les indicateurs de vente. Donc, je vois très bien quand la personne essaie de construire une histoire qui n'est pas la sienne. Quand tu leur demandes quel est le chiffre d'affaires que vous avez fait,
quel était votre taux de commissionnement et que le calcul n'est pas le bon par rapport aux variables qui est annoncé. Exactement, exactement. En fait, parfois, juste mathématiquement, ça marche pas en fait. C'est perdu. J'ai une fois un commercial à l'entretien je lui ai demandé quel était ton taux de conversion, qui m'a répondu 75%. Je lui ai dit soit je t'embauche tout de suite, soit il y a un problème. et en fait, oui, effectivement, il y avait un problème. Il comprenait pas forcément la question. C'est une manière de rebondir, d'être très à l'aise aussi. Moi, quand quelqu'un est en entretien, je m'imagine que je vais être le CEO de la boîte à qui il va vendre. Ok, bien sûr. Parce qu'il a le même stress, c'est-à-dire qu'il va le stress de l'entretien, mais le stress d'être face à un CEO potentiellement d'une grosse PME ou voire du CAC 40, il faut quand même être attaché. Donc si quelqu'un est déjà stressé à ce moment-là, ça va être compliqué. Je demande aussi à la fin des entretiens souvent quel est ton rêve le plus fou, ton big dream. Ça fait partie des valeurs de LinkedIn et on voit aussi les commerciaux qui sont tout de suite dans la phase de contrôle, de calcul en disant moi c'est d'être manager commercial un jour ou autre. Je leur dis c'est vraiment ça ton rêve, je te donne mon job tout de suite. Mais sinon voilà, voir un peu comment les gens sont authentiques et arrivent à pas avoir peur de parler d'eux-mêmes et sentir que le masque est tombé. Ouais. Ça change tout. L'autre point que je regarde aussi, c'est j'essaie de trouver un équilibre dans l'équipe existante déjà. C'est pas une accumulation de profils que j'ajoute dans mon équipe. Tu cherches des profils complémentaires. Très complémentaires. Donc je vais créer vraiment une vraie diversité dans mon équipe. Ok. Et la diversité, c'est une diversité de compétences. Intéressant. Tout l'enjeu, et c'est ce que j'ai réussi à faire chez LinkedIn, c'est de créer une équipe et donc de créer une vraie équipe. Des chasseurs entre eux, ils sont pas censés être une équipe. Et moi, je crée une équipe. Je vais avoir la personne hyper forte sur les différents outils, qui va être un peu le go-to person pour les outils. Je vais avoir la personne qui va être hyper forte dans la négociation, l'autre très fort dans la prospection, l'autre très fort dans la connaissance des produits à l'interne. Et avoir trouvé ces profils différents. Diversifié. Un profil qui va être un peu happiness officer, qui va créer une bonne culture joviale. Tu peux pas avoir que des gens comme ça, tu peux pas avoir que des gens de l'autre côté. Mais par contre, avoir une bonne complémentarité. Et en entretien, si je vois que j'ai un profil que j'ai déjà beaucoup, alors soit ça m'intéresse d'avoir encore plus ce profil parce que c'est ce que je veux créer un peu plus. Donc si je vois que j'ai besoin de plus de cette typologie d'employés, je vais plutôt aller sur cette culture-là qui m'intéresse. Ok. Et voilà. Ok, très intéressant. Finalement, c'est quoi selon toi une machine de vente qui cartonne, qui est optimale, si on parle de chiffres, de KPI, qu'est-ce qu'il faut suivre? Moi, je pense que la machine de vente la mieux, c'est celle que tu peux prévoir. Ok. Si tu peux prévoir ta machine dans le temps, savoir qu'elle va te cracher tant au trimestre 1, tant à la fin de l'année, ça c'est que ta machine elle marche parfaitement. Ok. Et pour la prévoir, déjà c'est sur la partie recrutement. Si j'ai une équipe de 10 commerciaux, il y a toujours du turnover. Je vais avoir 1, 2, 3 départs. Donc prévoir les besoins en amont, ça coûte cher. Donc ça c'est tout de suite avoir ça en tête, toujours être dans le pipeline des talents. Ok, très intéressant. Qu'est-ce que vous avez automatisé chez LinkedIn dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années qui vous ont fait gagner en efficacité ou en temps? Je répondrai facilement là-dessus, c'est la prise en main de nos outils. Je parlais de nos outils qui sont beaucoup de automatisation, de recherche. Déjà prendre en main nos outils pour faire en sorte vraiment d'aller faire du ciblage beaucoup plus précis. On fait plus de prospection en masse. On utilise d'ailleurs très peu les différents outils d'email automation. Maintenant, vraiment, c'est d'ailleurs les SD font vachement de prospection, mais les commerciaux terrain de plus en plus aussi, parce qu'on va leur fournir des outils qui vont être hyper précis. Ils vont suivre un grand compte qui suit pendant 3 mois. Leur objectif, c'est d'aller closer dans l'année. Et ils vont se mettre des indicateurs, ils vont utiliser nos outils pour vraiment aller taper le compte au bon moment. Au lieu d'aller le chercher en septembre, je le prospectais en me disant on va faire monter la sauce et en janvier peut-être qu'ils me répondront. Non, je passe du temps sur le client qui potentiellement peut me répondre maintenant. Et les outils qu'on apporte avec LinkedIn, qu'on utilise nous-mêmes, permettent de répondre à ce besoin et donc pour mes commerciaux d'être beaucoup plus ciblés. Donc toute la partie planification qu'un commercial va faire avec nos outils va être essentielle dans la tenue de ses objectifs. Ok, top. Si on se réfère au contexte actuel, est-ce que tu as des conseils que tu donneras aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer, s'ils sont justement au démarrage de leur transformation commerciale, par quoi faut commencer pour performer dans les prochains mois, prochaines années à venir? Bon, déjà, c'est de faire de la simplicité. Parfois, c'est un peu le back to basics. Il faut pas avoir peur de ça. Il y a des fondamentaux qu'il faut acquérir, des formations. Investissez énormément dans les outils. Et investissez dans les compétences, dans les formations pour vos commerciaux. Quand je dis ça c'est une partie pour moi qui est vraiment importante. Je cite souvent la phrase d'Einstein qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose mais d'espérer des résultats différents. Si vous êtes en transformation, transformez vraiment les choses. Changez vraiment les choses, proposez des outils différents.
allez vraiment dans un changement profond de vos activités commerciales. C'est ça qui va faire la différence. Chez LinkedIn, par exemple, nous, on a nos fondamentaux, c'est ce que j'appelle ma stratégie des 3 P. Moi, j'ai une stratégie, c'est pipeline, donc générer du pipeline, le plus de pipeline possible, et que les commerciaux le fassent aussi. C'est ce que j'appelle les programmes. Les programmes, ça va être mes deals plus complexes, mes offres un peu complexes d'accompagnement. Et en 3, ça va être mes pilotes, dont je viens de parler, là, vraiment d'aller sur des pilotes. Une fois que j'arrive à faire une stratégie qui est assez simple, que tout le monde comprend, que mes commerciaux, je leur fournis des bons outils et les bonnes compétences en leur donnant plus de formation, il y a des chances qu'ils augmentent. Et un dernier point et un conseil que je peux donner, que je m'applique aussi à moi-même, c'est de jamais accepter la médiocrité. La médiocrité d'un commercial dans une boîte, c'est le cancer de l'entreprise. C'est celui qui parle pas pendant les rendez-vous, qui parle pas dans les team meetings, qui partage rien avec les autres, qui fait ses targets moyennement, donc on peut rien dire, mais il apporte aucune valeur aux autres. Il apporte aucune valeur à l'entreprise. Le premier asset d'une entreprise, c'est ses employés. Il faut que ces employés soient vraiment passionnés. Et dans une phase aujourd'hui de crise, il faut vraiment avoir des gens qui sont passionnés, qui sont à fond. Top, on est bien alignés là-dessus. C'est marrant, tu parles des 3 P parce que j'ai reçu Alexis de Bouvet, le Head of Sales de Skello, il y a quelques semaines, qui lui a aussi la méthode des 3 P, c'est penser positive en permanence, notamment en prospection. Donc toi, si j'ai bien compris, c'est pipeline, pilote et programme. Et programme. Ok, très clair. Quelques dernières questions de fin un peu pêle-mêle. Tu réponds vraiment comme ça à chaud, sans réfléchir. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? Y croire, toujours y croire. Un peu ce que tu viens de dire. Il faut y croire, toujours y croire. Il faut jamais lâcher. Si tu y crois, il faut y croire à fond. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente à l'âge de 17 ans ? Si j'ai bien suivi, suivi compte Arthur. Et que la vente, c'est pas un gros mot. Ok. D'ailleurs, on voit dans les titres, ça change. Il y en a qui account exécutif, sales manager, ingénieur commercial. Mais personne mais vendeur, parce qu'il y a un côté par reconnaissance sociale, c'est un peu le vendeur de tapis. Et je pense que ce que j'ai appris avec les années, c'est qu'en fait la vente c'est assez noble. C'est quelque chose qui ramène de l'argent d'entreprise, mais aussi qui amène du business et donc potentiellement du travail à d'autres gens. On va passer à un account manager parce qu'il va y avoir un compte à gérer, il y aura un CSM, un implementation manager. En fait, c'est très vertueux et le métier de vendre, on n'est plus du tout dans les phases de vente forcée ou autre. On apporte vraiment de la valeur et surtout avec les produits qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment, je dirais la vente, c'est vraiment pas un gros mot. N'aie pas peur d'être vendeur. Et c'est un super métier qui te fait passer par des émotions incroyables. Alors c'est parfois un peu les montagnes russes, mais c'est le plus beau métier du monde. C'est marrant que tu parles de montagnes russes. C'est une des phrases que j'ai et que je dis souvent. C'est personne ne fait la queue pour une montagne russe plate. En anglais, peut-être que ça sonne mieux. C'est no one queues for a flat roller coaster. C'est vrai. En fait, c'est aussi ce qui fait la beauté de notre métier. C'est l'adrénaline qu'on a, c'est les moments de down, c'est commencer tout le temps sans savoir où est-ce qu'on va finir. Il y a un côté explorateur qui est hyper intéressant. Bien sûr. Ok, et bah top. Si on doit conclure, c'est quoi les livres qui t'ont les livres qui t'ont le plus marqué, que tu recommanderais à nos auditeurs en vente, en management, en entrepreneuriat? Bon, moi, tout de suite, je suis pas très livre sur le management, la vente, l'entrepreneuriat. Ok. Je devrais peut-être m'y mettre. En revanche, si j'ai un livre qui m'a marqué et que je recommanderais de tous les temps, pour moi, c'est Magellan de Stefan Zweig. C'est la même recommandation que m'a fait Sébastien Delafont de chez Meilleurs Agents dans la saison 2, donc je crois que je vais finir par le lire alors. Lis-le. Franchement, c'est un livre que tu peux lire l'été, ça te fait voyager, c'est un roman d'aventure. Je parlais d'explorateurs, c'est vraiment des gens qui sont pionniers dans leur domaine, qui prennent des risques pour aller au bout de leurs rêves, qui persévèrent malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans un projet entrepreneurial. Il y a un côté persévérance, parce que quand on y croit, il faut y croire jusqu'au bout. Ok, et ben c'est une belle source d'inspiration. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente!